Bonjour, bienvenue au premier web séminaire du réseau Plasma Froid de l'année 2019. Donc, ce web séminaire va porter sur le traitement de surface polymère par plasma froid et j'axerai plus précisément ma présentation sur l'élaboration par plasma froid donc de polymères, que ce soit donc sous forme 2D, c'est-à-dire sous forme de couche mince, ou 1D, c'est-à-dire sous forme de nanostructure. Donc moi je viens de l'Institut des molécules et matériaux du Mans. Et si vous avez des questions à poser, soit au cours de la présentation, soit à la fin de la présentation, vous pouvez le faire donc sur la plateforme Slido. Alors, pour créer un plasma froid, donc on va appliquer un champ électrique dans un gaz. Ce champ électrique va accélérer les quelques électrons libres qui se trouvent dans le gaz. Donc, ces électrons libres vont acquérir de l'énergie cinétique. Les collisions de ces électrons qui ont acquis de l'énergie cinétique avec les neutres du plasma, donc les atomes ou molécules, peut être de deux types. En fait, on peut avoir soit des collisions élastiques. Dans ce cas-là, l'énergie interne des neutres n'est pas modifiée. On peut avoir aussi des collisions inélastiques. Dans ce cas-là, il va y avoir transmission de l'énergie des électrons vers les neutres. Donc, selon la quantité d'énergie transmise aux neutres, on peut avoir différents phénomènes au niveau de ces neutres. Donc là, on est sur une échelle croissante d'énergie. Donc tout d'abord, ces neutres peuvent être excités, donc comme présenté par exemple sur cette équation, où A donc, représente un atome ou une molécule du gaz qui va être donc excité par un électron, pour donner donc une espèce A étoile donc excitée. Alors on peut remarquer que pour exciter une molécule, il faut apporter moins d'énergie que pour un atome, puisque dans une molécule, on a des niveaux d'énergie supplémentaires qui sont les niveaux donc, de vibration des liaisons des molécules, et niveau de rotation, donc rotation de ces molécules autour de l'axe de la liaison. Et ces niveaux de rotation et de vibration sont plus proches les uns des autres que les niveaux électroniques. Donc pour pouvoir exciter une molécule, eh bien, au travers de ces niveaux de vibration et de rotation, il faut apporter moins d'énergie. Donc cette excitation va entraîner la formation évidemment d'espèces excitées, qui ont une durée de vie faible et qui, lors de leur désexcitation, leur relaxation, vont émettre des photons. On peut avoir des photons qui vont du lointain UV jusqu'au lointain infrarouge. Donc la désexcitation est présentée ici, où on voit que donc, un atome ou molécule excitée se désexcite en émettant un photon. Donc cette excitation aussi produit des métastables, qui sont des espèces excitées à plus longue durée de vie et qui sont non radiatives. Donc si l'énergie transmise est plus importante, on peut avoir dissociation, comme représenté sur cette équation où une molécule AB, par rupture homolytique, va former des radicaux A point et B point. Voilà, donc cette dissociation par rupture de liaison homolytique va entraîner la formation de radicaux. Si l'énergie transmise est encore plus importante, on va pouvoir avoir ionisation. Alors quand on dit ionisation, ça veut dire arrachement d'un électron à l'atome ou à la molécule. Donc comme représenté sur cette équation. Alors, donc ici on voit que l'on a donc formation d'un ion positif. Ceci dit, on peut avoir aussi formation d'ions négatifs, mais ceci se produit lorsque l'on a des gaz, lorsqu'on a affaire à des gaz très électronégatifs, comme des gaz fluorés. Alors, il faut aussi remarquer donc, que dans un plasma froid, la densité des ions est bien plus faible que celle des radicaux. Il a été estimé que dans un plasma moléculaire, la densité de ces ions est 5 à 6 fois plus faible que la densité des radicaux.
Donc ces radicaux et ces ions peuvent entraîner différentes réactions chimiques, comme des réactions de recombinaison, donc recombinaison des ions positifs avec les électrons, des ions positifs avec les ions négatifs et recombinaison des radicaux. On peut avoir aussi d'autres types de réactions, comme des réactions d'addition. Les photons, donc eux, selon leur longueur d'onde, peuvent donc produire différents phénomènes au niveau du matériau. Ils peuvent entraîner donc notamment les VUV, c'est-à-dire les UV lointains, donc des coupures de liaison, même dans le volume du matériau, alors que les infrarouges, eux, vont entraîner un échauffement du matériau. Voilà. Donc ce plasma froid, donc hors équilibre, est un milieu très réactif et il est intéressant de l'utiliser donc, pour traiter des surfaces. Donc ici, je ne parlerai que des surfaces polymères. Et si on compare ce traitement de surface avec des méthodes plus conventionnelles, on peut dire que c'est une méthode propre puisqu'elle n'utilise pas de solvant. Généralement, on utilise une faible quantité de gaz. Le traitement est rapide. Et il est possible de modifier, de traiter des surfaces ayant différentes tailles et différentes formes. Donc les traitements qui sont possibles par un plasma froid sont de 4 types. On peut avoir tout d'abord une dégradation du matériau, donc qui correspond à de l'etching ou du sputtering. Donc dégradation comme représenté sur ce schéma ici, c'est-à-dire que l'on va enlever en fait une partie du matériau. Donc cette dégradation va pouvoir se faire grâce à un plasma de gaz inerte tel que l'argon ou l'hélium. On peut aussi faire de la fonctionnalisation. Alors fonctionnalisation, ça veut dire greffer des groupements chimiques à la surface du matériau. Donc des groupements chimiques tels que des groupements amines, alcools, acides. Donc très souvent, cette fonctionnalisation sert à modifier la mouliabilité d'une surface pour modifier les propriétés d'adhésion ou de non-adhésion de cette surface. Donc dans ce cas-là, on va utiliser un plasma de gaz chimiquement réactif, comme par exemple un plasma d'oxygène, d'azote ou un plasma fluoré. On peut aussi faire du dépôt. Donc le dépôt, c'est ce que l'on appelle donc la PECVD, comme représenté ici. Donc PECVD pour Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition. Et lorsqu'on utilise un précurseur organique, la PECVD, on l'appelle la polymérisation par plasma. Donc on peut déposer des films qui ont une épaisseur qui varie d'une dizaine de nanomètres jusqu'à 1 micron. Donc là, contrairement à la polymérisation conventionnelle, par polymérisation plasma, on peut utiliser n'importe quel type de précurseur polymérisable, même s'il ne possède pas de fonction chimique comme une double liaison. Donc ça peut être différents types de vapeurs organiques et inorganiques, des hydrocarbures saturés ou insaturés, des organométalliques. Là, on peut utiliser une grande variété de monomères. Et enfin, on peut activer donc une surface, comme représenté ici. Donc là, on va donc créer à la surface du substrat des sites actifs sur lesquels on pourra ensuite greffer des fonctions, des groupements, des molécules d'intérêt par un traitement en phase liquide ou en phase vapeur. Donc dans ce cas-là, on va utiliser là aussi un plasma de gaz non réactif comme l'argon ou l'hélium. Alors, il faut faire attention, donc, que ce soit pour la fonctionnalisation, le dépôt ou l'activation, ce n'est pas le seul phénomène qui se produit. On a aussi, pour ces 3 cas, des phénomènes de dégradation. Et même, les plasmas d'oxygène ou les plasmas fluorés sont plus dégradants que les plasmas de gaz rares. Donc là, ce que je vais faire par la suite, c'est balayer un petit peu ces 4 types de traitements de surface en axant beaucoup plus donc, sur la polymérisation plasma. Donc on va commencer par la dégradation, donc l'etching ou le sputtering. Donc là, comme on l'a dit précédemment, on va utiliser donc, un gaz rare, hélium ou argon,
pour faire cette dégradation. Donc les espèces actives dans ce cas-là seront donc les ions ou les métastables. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces ions et métastables du gaz rare vont entraîner des coupures de chaînes, formation donc de radicaux à la surface, et il va se former donc des produits de faible masse qui vont être évacués. Alors dans ce tableau, on a la perte de masse en microgrammes par centimètre carré et par minute de différents polymères traités soit par plasma d'oxygène, soit par plasma d'hélium. Et ce que l'on peut voir, c'est que la perte de masse est très dépendante de la nature à la fois du polymère, notamment de son degré de réticulation, et aussi dépendante de la nature du gaz. Et comme je le disais précédemment, vous pouvez voir qu'avec un plasma d'oxygène, on a une perte de masse qui est beaucoup plus importante qu'avec un plasma d'hélium. Ici, donc, on a deux photos AFM d'un polymère qui s'appelle le polyéthylène. Donc ici, non traité, et ici, donc traité par un plasma d'oxygène. On peut voir qu'après traitement, la rugosité a augmenté, ce qui signifie que le traitement par plasma d'oxygène n'est pas uniforme sur toute la surface. Et en effet, donc ce polymère est un polymère semi-cristallin. On a remarqué que les parties amorphes se dégradaient plus rapidement que les parties cristallines. Donc on peut avoir une certaine sélectivité de traitement. Voilà, donc on va passer maintenant à la fonctionnalisation d'une surface. Donc là, on va utiliser un gaz chimiquement actif. Et dans ce gaz, les espèces actives, c'est-à-dire qui vont provoquer cette fonctionnalisation, ce sont les ions et les métastables. Donc là, ces espèces actives vont couper des liaisons en surface du matériau polymère, créer donc des radicaux qui vont réagir avec le gaz chimiquement actif. Donc on fait ce type de traitement très souvent pour modifier donc la mouillabilité de la surface, qui va permettre donc d'obtenir soit une surface hydrophile, soit une surface hydrophobe. Si on veut obtenir une surface hydrophile, on va greffer à la surface du polymère des groupements polaires. Donc à ce moment-là, on va utiliser des plasmas oxygénés, par exemple, donc tel qu'un plasma de O2 ou de CO2, ce qui va nous permettre de greffer en surface des groupements hydroxyles, OH, carbonyle, CO, aldéhyde, acide ou ester. On peut aussi apporter des groupements polaires azotés, donc à ce moment-là, on va utiliser un plasma azoté, tel qu'un plasma de N2 par exemple, ce qui nous permettra de créer à la surface du matériau des groupements amines, NH2, imine, nitrile ou amide. On peut aussi utiliser un plasma de gaz rare qui va nous permettre donc d'activer la surface et de créer des radicaux. Et lorsqu'on va mettre notre surface à l'air, ces radicaux vont réagir avec l'oxygène de l'air. On aura donc une oxydation de la surface. Si on veut créer une surface hydrophobe, là on va greffer des groupements apolaires. On va donc utiliser un plasma fluoré, donc comme un plasma de CF4 ou de SF6. Donc là, on va greffer des groupements CFX à la surface de notre matériau. Donc CF, CF2 ou CF3. Alors, après, ce qui est important, c'est de pouvoir caractériser cette surface fonctionnalisée. Donc il y a deux techniques qui sont très appropriées pour caractériser la surface après fonctionnalisation. Donc l'une, c'est l'XPS, c'est-à-dire la spectrométrie de photoélectrons X, qui est une technique qui nous permet d'analyser vraiment l'extrême surface d'un matériau, puisqu'on analyse environ 10 nanomètres, et elle va nous permettre de connaître la nature des éléments présents dans ces 10 nanomètres, de les quantifier, et aussi de connaître l'environnement chimique de ces atomes. C'est-à-dire les liaisons chimiques que peuvent établir ces atomes. Donc ici, je vous ai pris l'exemple d'un polymère, donc d'une résine époxy, dont le nom commercial est SU8 et dont la structure vous est présentée ici. Donc là, on a le spectre XPS du carbone 1S. Et on peut voir que la décomposition de cette bande carbone 1S nous donne deux composantes.
l'une donc attribuée aux simples et aux doubles liaisons carbone-carbone et aux liaisons carbone-hydrogène, et l'autre aux simples liaisons carbone-oxygène, qui sont les liaisons en fait qui forment notre matériau. Après traitement plasma, on voit clairement, donc là en rouge, l'apparition de 3 nouvelles composantes. Donc là, on a fait un traitement plasma fluoré, un CF4. Donc ces 3 nouvelles composantes correspondent à des groupements CFX. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre matériau? Eh bien, les atomes d'hydrogène ont été substitués par des atomes de fluor ou des groupements CFX. Alors, autre méthode très intéressante pour caractériser la fonctionnalisation d'une surface, c'est la mesure de l'angle de contact. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, sur notre substrat modifié, on va déposer une goutte d'un liquide et on va mesurer l'angle que fait ce liquide avec la surface. Donc, par mesure de cet angle, il est possible de remonter à l'énergie d'une surface et notamment à son énergie polaire, dispersive et totale. Donc ici, on a représenté l'évolution de l'énergie polaire de cette surface ainsi que l'évolution du rapport fluor sur carbone déterminé par XPS en fonction du temps de traitement par plasma CF4. Alors, on peut voir ici que l'énergie polaire diminue avec le temps de traitement par plasma CF4. Et dans le même temps, on a une augmentation de ce rapport F sur C, donc montrant l'augmentation de la quantité de fluor au cours du traitement. Donc ces deux courbes sont bien en corrélation, donc la diminution de l'énergie polaire de la surface est bien liée à l'augmentation de la quantité de fluor en surface. Alors pour les applications, il est notamment, il est très intéressant de savoir comment évolue ce traitement de surface au cours du temps. Donc là, on s'est intéressé à 3 polymères que l'on a traités par un plasma d'hélium. Donc lorsqu'on a remis après nos 3 surfaces à l'air, on a eu donc une oxydation de la surface. Ce qui explique que juste après traitement, l'angle de contact mesuré ici de notre surface avec l'eau est très très faible. Et là, donc, on a regardé comment évoluait cet angle de contact après le traitement. Donc on est allé là jusqu'à 200 jours après le traitement. Et on peut voir que pour les 3 polymères, donc je vous passe les noms de ces polymères, donc représentés sur les courbes vertes, bleues et rouges, eh bien l'angle de contact progressivement augmente jusqu'à atteindre un plateau. Et là, ces lignes horizontales représentent l'angle de contact de chacun de ces 3 polymères non traités. Donc on voit que petit à petit, finalement, on se rapproche du polymère non traité. Donc pour expliquer le vieillissement de ces polymères traités, eh bien, 2 facteurs sont à prendre en compte. L'un que l'on appelle un facteur externe et qui est dû à l'influence de l'environnement et qui correspond en fait à la réaction des radicaux restants en surface, notamment ou dans le volume, avec l'atmosphère. Donc réactions qui peuvent être des réactions d'oxydation, d'hydrolyse ou d'absorption de contaminants. On peut aussi avoir donc un deuxième facteur donc, qui va jouer sur ce vieillissement, c'est un facteur interne qui correspond à la réorganisation de la surface après traitement. C'est-à-dire que les chaînes de polymères en fait vont bouger, on va avoir un mouvement de ces chaînes de polymères de la surface vers le volume. Et donc l'importance de cette réorganisation va dépendre de l'enthalpie interfaciale, de l'entropie et de la densité de réticulation de notre matériau polymère. Il est possible de limiter ce phénomène de vieillissement en faisant au préalable un traitement par plasma d'argon de façon à augmenter la réticulation du matériau polymère en surface. Voilà, donc 3e type de traitement que l'on peut faire avec un plasma, c'est l'activation d'une surface par plasma.
Donc là, on va utiliser un plasma de gaz inerte, tel que l'argon ou l'hélium. Les espèces actives sont là aussi les ions et les métastables. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir donc des coupures de liaison, formation de radicaux, comme représenté en fait ici, donc coupure de liaison, hein, formation de radicaux, représentés par ces points. Et ensuite, on va prendre notre surface, on va la mettre soit dans une solution, soit en phase vapeur, solution ou phase vapeur qui va contenir donc des molécules d'intérêt qui vont se greffer donc, sur notre surface activée. Alors, un effet, on va dire, une conséquence de ces traitements, c'est la réticulation. En effet, donc, tous ces traitements entraînent des coupures de liaison, la formation de radicaux. Alors, ces radicaux qui peuvent se former à une épaisseur plus ou moins importante, donc si les radicaux sont formés par les ions et les métastables, là, donc les ions et les métastables vont traiter une surface, on va dire, d'une dizaine de nanomètres, alors que les photons UV lointains, eh bien, eux vont pouvoir entraîner des coupures de liaison jusqu'à une cinquantaine de nanomètres de la surface. Hein, donc, on va pouvoir avoir des réticulations avec les VUV sur une épaisseur plus importante. Donc, ce phénomène, initialement, était attribué au plasma de gaz inerte. Donc, il était appelé casing, pour cross-linking via activated species of inert gas. Ceci dit, on sait que ce phénomène de réticulation est aussi dû aux gaz réactifs chimiquement, tels que N2 et O2. Voilà, donc maintenant, eh bien, je vais parler de façon plus détaillée de la polymérisation plasma. Et on va aborder tout d'abord le mécanisme de croissance d'un polymère plasma. Donc, en polymérisation plasma, le précurseur, on l'appelle le monomère. Il est maintenant admis que la croissance du polymère plasma se fait au travers de réactions homogènes, c'est-à-dire en phase plasma, mais aussi au travers de réactions hétérogènes, c'est-à-dire entre la surface du substrat sur lequel on veut déposer notre polymère et la phase gaz. Alors, différents mécanismes de polymérisation, de croissance d'un film polymère ont été proposés dans la littérature. Le mécanisme qui est le plus répandu maintenant et le plus reconnu, c'est celui de Yasuda. Et ce schéma, en fait, ici, résume bien le mécanisme qu'il a proposé. Donc, on va tout d'abord s'intéresser à cette partie-là du schéma. Et Yasuda donc, a proposé qu'à partir du monomère, le polymère se formait donc, par deux voies, soit par polymérisation à l'état plasma, soit par polymérisation induite par plasma. Donc la polymérisation à l'état plasma signifie qu'en fait, la croissance du polymère se fait dans la phase plasma. Le plasma est absolument nécessaire à toutes les étapes de croissance pour former le polymère. La polymérisation induite par plasma concerne un type de monomère bien spécifique, des monomères qui contiennent un groupement polymérisable et notamment une double liaison. Donc dans ce cas-là, le plasma va servir à activer la surface en créant des radicaux. Un monomère va réagir sur ce site actif et le radical va se propager le long de la chaîne et la chaîne donc va croître en fait à partir de ce site actif créé à la surface. Donc ça correspond finalement à de la polymérisation conventionnelle. Le plasma là n'a pas de rôle en fait dans la croissance de la chaîne, il sert à en fait activer la surface. Donc maintenant, on va... oui, donc ce que je voulais vous dire aussi ici, c'est que dans ce cas-là, donc après, le polymère, lorsqu'il croît dans la phase plasma, ensuite va venir, les chaînes de longueur plus ou moins importantes vont venir s'absorber, diffuser à la surface du substrat. Donc on va s'intéresser maintenant à cette deuxième partie,
où l'on voit, comme je le disais initialement, en fait, qu'on a toujours aussi des phénomènes de dégradation. Donc dégradation du polymère en croissance qui va former donc des fragments qui peuvent ensuite éventuellement soit se redéposer, soit être évacués. Donc on voit finalement que la vitesse de dépôt, c'est quoi? C'est la vitesse de polymérisation moins la vitesse de dégradation. Et la part que prend la polymérisation et l'ablation sur le dépôt va dépendre des paramètres plasma. C'est-à-dire des paramètres sur lesquels on peut jouer, que l'on appelle donc les paramètres externes. Donc je vous ai ici listé quelques-uns de ces paramètres. Donc on a notamment la nature du gaz précurseur, la puissance de la décharge, la fréquence d'excitation, le débit de gaz, la géométrie du réacteur et la vitesse de pompage. Donc tous ces paramètres externes vont jouer sur des paramètres internes au plasma, donc la densité des électrons, leur distribution en énergie, la densité des neutres et le taux de résidence des espèces dans le plasma. Tous ces paramètres vont jouer bien évidemment sur les propriétés du polymère plasma, sachant qu'il y a d'autres paramètres qui interviennent aussi, et notamment la surface, donc notamment la nature de la surface, son potentiel, sa température et sa géométrie. Alors, si l'on revient là à ce mécanisme de polymérisation à l'état plasma, qui est quand même le mécanisme principal de croissance de la chaîne polymère. Eh bien, ce mécanisme de croissance a été décrit par Yasuda comme étant un mécanisme de croissance par étapes. Il a appelé ça donc RSGM. Donc ce mécanisme RSGM est résumé ici sur ce schéma. Donc dans ce schéma, M représente les molécules de monomères, MI, MJ et MK représentent soit les molécules de monomères, soit des fragments du monomère, soit des chaînes de polymères plus ou moins longues. M point et M deux points représentent les espèces actives qui peuvent être soit des radicaux, soit des ions radicaux. Donc on voit que le mécanisme de croissance à l'état plasma résulte de deux cycles. Donc dans le cycle 1, ce cycle fait intervenir des espèces monofonctionnelles. Donc où cette espèce monofonctionnelle peut réagir avec une molécule de monomère et se propager. Ensuite, donc, pour former encore une fois une espèce monofonctionnelle qui peut suivre l'une de ces trois voies. Soit cette espèce monofonctionnelle peut se recombiner avec une autre espèce monofonctionnelle. Donc à ce moment-là, on obtient une espèce neutre qui va pouvoir être réactivée par le plasma et ensuite suivre l'une ou l'autre de ces voies. On peut avoir aussi une réaction entre une espèce monofonctionnelle et difonctionnelle pour former une espèce monofonctionnelle qui pourra ensuite repartir dans l'un de ces cycles. Donc le cycle 2, lui, fait intervenir des espèces difonctionnelles qui peuvent aussi se propager sur une molécule de monomère ou bien se recombiner avec une autre espèce difonctionnelle et ensuite repartir donc, dans ce cycle-là. Voilà, donc là, on peut se demander maintenant quelle est la nature des espèces réactives. Donc ça peut être en fait soit des ions, soit des radicaux. Si ce sont des ions, ça signifie qu'on va avoir réaction d'un ion positif avec un ion négatif. Or, on a une densité d'ions positifs qui est bien supérieure à la densité d'ions négatifs dans un plasma, puisque, enfin, à part les plasmas électronégatifs comme les plasmas fluorés, on a en fait peu d'ions négatifs. D'autre part aussi, comme dit précédemment, la densité des radicaux est bien supérieure à celle des ions. Et il faut moins d'énergie pour former un radical que pour former un ion.
Donc en fait, les espèces actives les plus probables dans la polymérisation plasma, ce sont les radicaux. Donc ici, je vous ai mis quelques mécanismes possibles pour obtenir des radicaux. C'est donc par des dissociations, des ruptures homolytiques de liaison dans des molécules excitées ou dans des ions, ou par neutralisation des ions radicaux. Alors, sachant que ces radicaux, donc, on les obtient en phase plasma, mais on les obtient aussi en surface du matériau, donc comme on l'a vu tout à l'heure, soit par bombardement ionique, soit avec les VUV, qui, eux, peuvent former des radicaux plus en profondeur dans le matériau. Et dans un polymère plasma, on a toujours donc, une densité de radicaux piégés très importante. Alors, à côté de ce mécanisme proposé par Yasuda, on a un autre mécanisme qui a été proposé par D'Agostino sur les monomères fluorés. Ce mécanisme, il l'a appelé donc le mécanisme AGM pour Activated Growth Model. Et ce mécanisme met en avant vraiment l'influence des ions. L'influence des ions sur l'activation de la surface du substrat. Donc là, on peut voir que les ions positifs ou les électrons vont créer des sites actifs, comme représenté ici, à la surface du polymère. Ensuite, le mécanisme de croissance fait intervenir des radicaux CFX qui vont pouvoir soit réagir entre eux et participer à la croissance de la chaîne, ils peuvent soit aussi se refragmenter, soit réagir avec les sites actifs de surface et croître, donc participer à la croissance de la chaîne, jusqu'à que ce site actif soit désactivé, mais qui peut être réactivé donc, par le plasma. Donc le même groupe a travaillé sur des monomères fluorés insaturés qui ont été polymérisés par plasma pulsé. C'est-à-dire que plasma pulsé, donc on va alterner des temps où on a la décharge électrique, donc des temps de décharge, et des temps de post-décharge où on arrête la décharge électrique. Donc durant les temps de post-décharge, ils ont montré que la croissance se faisait par le mécanisme AGM et que pendant les temps de post-décharge, eh bien, la croissance se faisait par polymérisation conventionnelle. Alors, il a été montré aussi que le détachement des atomes d'hydrogène du monomère jouait un rôle très important dans la polymérisation plasma. Et très souvent, l'acétylène a été montré comme étant un intermédiaire de polymérisation dans les gaz de monomères organiques. Alors, pour mettre en évidence le rôle du détachement des atomes d'hydrogène, eh bien, Yasuda a étudié un grand nombre de monomères hydrocarbonés, donc soit linéaires, soit cycliques, soit aromatiques, ou bien linéaires avec des insaturations, double ou triple liaison. Et il a regardé l'évolution pour chacun de ces monomères de la production d'hydrogène dans la phase plasma en fonction du nombre d'hydrogène que contient le monomère divisé soit par le nombre d'insaturations ou par le nombre de structures cycliques. Donc juste un exemple pour bien comprendre ce que ça représente. Si je prends cette molécule-là, la molécule de cyclohexène, donc on voit qu'elle contient 10 atomes d'hydrogène. Et elle est formée d'un cycle et d'une double liaison. Donc là, ce qu'a fait Yasuda, c'est qu'il a divisé 10 par 2. Donc 2 pour une insaturation et un cycle. Et en effet, on a bien donc cette valeur-là pour le cyclohexène, 5. Et en fait, il apparaît clairement 3 groupes de monomères. Donc il a pu classer les monomères organiques en 3 groupes. Le premier groupe contient les monomères qui possèdent soit une triple liaison, soit une structure aromatique ou une structure hétéroaromatique. Donc hétéroaromatique, ça veut dire que le cycle contient un hétéroatome, c'est-à-dire un atome autre que l'atome de carbone.
Donc, parmi ce groupe-là, on a par exemple l'acétylène, le benzène ou le toluène. Dans le groupe 2, on va trouver les monomères, les précurseurs, qui contiennent une double liaison ou un cycle. Donc, dans ce groupe-là, on a par exemple l'éthylène et le cyclohexane. Et dans le groupe 3, on va trouver les hydrocarbures saturés linéaires, comme par exemple le méthane. Donc ensuite, on peut donner différentes caractéristiques des monomères pour chacun de ces trois groupes. Donc, au niveau de la quantité d'hydrogène formée, comme le montre ce graphique, on voit que cette quantité augmente lorsqu'on passe du groupe 1 au groupe 3. Concernant la quantité de radicaux piégés dans le polymère, eh bien, cette quantité diminue lorsqu'on passe du groupe 1 au groupe 3. Si maintenant on regarde le mécanisme RSGP, donc les monomères qui appartiennent au groupe 1 polymérisent plutôt à partir du cycle 2 et celles du groupe 3, enfin les monomères du groupe 3 plutôt à partir du cycle 1. Alors, ce rôle-là des hydrogènes a été aussi mis en évidence par Friedrich et il a appelé ça donc le quasi-hydrogène plasma. Voilà, donc ce qui est important quand on élabore un polymère par plasma, c'est de pouvoir contrôler sa structure. Contrôler sa structure, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de contrôler la rétention de la structure du monomère, donc que ce soit des doubles liaisons ou des groupements chimiques, amines, acides, etc. Ça veut dire être capable de contrôler la densité de réticulation et contrôler la cinétique de croissance. Donc finalement, tout ça signifie quoi? Contrôler en fait la fragmentation du monomère. Donc un des moyens de limiter la fragmentation, c'est de jouer sur les paramètres du procédé plasma. Donc si on veut limiter la fragmentation du monomère, il faudra travailler à des puissances de décharge faibles, à des pressions de monomère élevées, et aussi il faut éviter le bombardement ionique, même si on a vu avec le mécanisme AGM que ce bombardement ionique permettait d'activer la surface et de participer quand même à la croissance du polymère. Donc, pour limiter le bombardement ionique, eh bien, il faut travailler en post-décharge, que ce soit en post-décharge spatiale, c'est-à-dire travailler donc hors de la phase lumineuse, ou en post-décharge temporelle, c'est-à-dire travailler en mode pulsé. Donc le mode pulsé, on l'a abordé rapidement tout à l'heure. Donc ça signifie en fait, donc le mode pulsé, on a des temps où l'on a la décharge électrique, que l'on appelle donc le time on, et des temps où on arrête la décharge électrique, que l'on appelle le time off, ou temps de post-décharge. Et durant ce time off, eh bien, les ions se recombinent très rapidement avec les électrons et disparaissent donc très rapidement. Donc du coup, on évite le bombardement ionique. Donc il va nous rester pendant ce temps de post-décharge que les radicaux. Donc ces temps de post-décharge permettent aussi donc, de limiter l'irradiation par les photons UV lointains et donc de limiter la coupure de chaîne. Ils permettent aussi d'évacuer, donc de limiter en fait l'effet thermique et aussi de limiter donc le bombardement par les espèces, par les ions positifs. Donc du coup, en travaillant en post-décharge, eh bien, on limite les coupures de liaison et la réticulation de la couche. Donc on a un meilleur contrôle de la structure du polymère plasma. Alors ça signifie finalement tout ça que pour bien contrôler la structure du polymère plasma, il faut contrôler l'énergie du plasma. Et cette énergie a été évaluée par Yasuda à l'aide de son fameux paramètre W sur Fm, où W représente la puissance, F le débit et M la masse du monomère. Selon la valeur de ce rapport W sur Fm, on va distinguer deux régimes.
L'un que l'on appelle le régime déficient en énergie. Dans ce régime-là, le monomère est peu fragmenté, donc il y a une grande rétention des groupements fonctionnels dans le monomère. Lorsqu'on a des valeurs de W sur Fm importantes, on est dans un régime déficient en monomère. À ce moment-là, le monomère est très fragmenté et on a beaucoup de réticulation. Dans ce régime-là, déficient en monomère, Yasuda a appelé la polymérisation une polymérisation atomique, puisque la fragmentation est tellement importante que le monomère va être fragmenté sous la forme d'atomes ou de toutes petites molécules. Donc un exemple est présenté ici, où le monomère, c'est le toluène, et vous voyez que après plasma, après application de la décharge, on se retrouve avec un grand nombre de fragments de ce monomère qui vont ensuite se recombiner pour donner là une partie de la chaîne polymère représentée ici. Alors, à côté du contrôle des paramètres plasma, il a été montré par une équipe de l'Université libre de Bruxelles, donc l'équipe de Reyniers et Nisol, qu'il était aussi possible de contrôler la structure du polymère plasma en utilisant des monomères adéquats. Alors, ici, ils ont étudié en fait 3 monomères. Donc des monomères qui contiennent des groupements ester, où la chaîne carbonée soit ne contient pas de double liaison, soit contient une double liaison, soit contient 2 doubles liaisons. Donc la polymérisation a été faite à pression atmosphérique sous différentes puissances allant de 30 à 50 et 80 watts. Et le spectre infrarouge de ces différents polymères plasma sont représentés ici. Donc là, on va s'intéresser plus spécifiquement à 2 bandes. Celle-ci, les bandes en fait caractéristiques du groupement ester. Donc cette bande-là qui correspond aux vibrations d'élongation des groupements C double liaison O, et cette bande-là qui correspond aux vibrations d'élongation des C simple liaison O. Et ce que l'on peut voir, c'est que, quelle que soit la puissance, on voit que l'intensité de cette bande, de ces 2 bandes d'ailleurs, lorsque on passe d'un monomère ne contenant pas de double liaison au monomère qui contient 2 doubles liaisons, ces 2 bandes sont beaucoup plus conservées. Donc ça veut dire qu'on a une meilleure rétention des groupements ester lorsqu'on a un monomère contenant 2 doubles liaisons. Donc en fait, ce monomère-là est plus résistant à la fragmentation que celui-ci. D'accord ? Donc ces auteurs ont expliqué ceci par une probable stabilisation des groupements ester par les doubles liaisons. Donc on voit qu'on peut avoir une certaine sélectivité en fait dans un plasma, sélectivité de fragmentation des liaisons. Voilà, donc on a vu comment contrôler la fragmentation du monomère. On va voir maintenant comment l'évaluer. Donc nous, on a montré en fait que la spectrométrie infrarouge était un moyen très puissant finalement pour évaluer cette fragmentation. Donc là, on s'est intéressé à un monomère aromatique, l'aniline, dont la structure est représentée ici. Donc ici, sur cette échelle d'énergie croissante, on a représenté les différentes fragmentations que peut subir ce monomère. Donc fragmentation qui vont entraîner soit la perte d'aromaticité, par coupure par exemple là d'une liaison pi, ou ici d'une liaison C simple liaison C du groupement aromatique, ou bien on peut avoir rétention de l'aromaticité par coupure d'une liaison CN, NH ou CH. Donc ce monomère a été polymérisé à la basse pression, soit à 10 watts, 20 watts ou 50 watts. Et ici, donc, on a le spectre infrarouge à ces différentes puissances. Là aussi, on va s'intéresser à 2 zones en particulier. Alors tout d'abord, celle-ci, où à 1500 cm-1, on a la vibration d'élongation des C double liaison C aromatiques, des groupements aromatiques.
Et à 1600 cm-1, on a la vibration d'élongation des C double liaison C des groupements aliphatiques. Et on peut voir que lorsque la puissance augmente, on a un rapport entre ces deux bandes qui évolue. Et on voit bien que cette bande-là, à 1500 cm-1, diminue relativement à la bande à 1600 lorsque la puissance augmente. Ça veut dire qu'on perd de l'aromaticité, on fragmente beaucoup plus lorsqu'on augmente la puissance. Donc par le rapport de ces deux bandes, il est possible d'évaluer la fragmentation du monomère. On peut aussi utiliser ces deux bandes-là, où celle-ci, là, vers 2900 cm-1, correspond à la vibration d'élongation des groupements CH saturés, et là, juste au-dessus de 3000, la vibration d'élongation des CH des groupements insaturés. Donc là aussi, on voit nettement que cette bande-là, par rapport à celle-ci, lorsque la puissance augmente, cette bande-là augmente. Donc ça veut dire qu'on augmente la quantité de CH saturés, donc on diminue les CH insaturés, donc on coupe des doubles liaisons. Et ici, on a fait le rapport justement de ces deux bandes, les CH saturés sur les CH insaturés, lorsque le polymère est élaboré à différentes puissances et à différentes valeurs de duty cycle et de fréquence. Et on peut voir que, quelle que soit la puissance et quelles que soient les conditions, en fait, quand on est dans des conditions plasma plus drastiques, eh bien, ce rapport augmente. Donc, oui, donc là aussi pour ce polymère-là, on a comparé le mode pulsé et le mode continu. Là aussi, on peut voir qu'en mode pulsé, on a une meilleure rétention des groupements fonctionnels, donc en l'occurrence ici du cycle aromatique et des doubles liaisons, lorsqu'on travaille en mode pulsé, justement toujours avec ces deux bandes-là ou ces deux bandes-là, puisqu'on voit que la bande à 1500, quand on est en mode pulsé, a une intensité plus importante que la bande à 1600. Et de même, la bande au-dessus de 3000 a une intensité plus importante en mode pulsé qu'en mode continu par rapport à la bande à 2900. Donc là, pour deux autres monomères, on a fait le même travail. Donc pour un monomère fluoré, donc que l'on appelle HDFD, dont la structure est donnée ici. Donc ici, on va regarder que le graphe en rouge. Donc là, les deux bandes que l'on a choisies sur le spectre infrarouge pour évaluer la fragmentation, ce sont les bandes CF2 et CF. Puisque lorsqu'on fragmente le monomère, eh bien, on a des liaisons CF qui vont être coupées pour former des bandes d'un groupement CF2 pour former donc des groupements CF. Et on peut voir que lorsqu'on augmente la puissance, le rapport des intensités des bandes CF2 sur CF diminue, signifiant donc qu'on va casser des liaisons CF de ce groupement-là pour former ce groupement-là. Alors de même, sur un autre monomère, un acrylate, donc le DMAEMA qu'on appelle aussi DAM, dont la structure est donnée ici. Là, les bandes que l'on a choisies, c'est la bande C double liaison O, qui, lorsqu'elle est rompue, peut donner des groupements OH. Donc quand on fait, donc là on va regarder les bandes donc en bleu. Lorsqu'on fait le rapport de ces deux bandes, on voit que ce rapport diminue lorsque la puissance augmente, signifiant qu'on augmente la fragmentation des C double liaison O. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer un exemple d'application de ces polymères plasma qui portent sur un polymère qui est la polyaniline. Donc la polyaniline est connue pour être sensible à l'ammoniac. Donc on va regarder ici l'application de ce polymère à la détection d'ammoniac. Alors, pour être capable de détecter l'ammoniac, la polyaniline doit être dopée. Le dopage qui peut se faire soit par un acide, donc tel que HCl par exemple, soit ça peut être un dopage oxydant par iode. Et le dopage va créer des cations radicaux ou des polarons N+, qui vont être les sites d'absorption de cet ammoniac.
Les contre-ions A- seront soit Cl- si on dope avec HCl, soit I3- ou I5- si on dope avec l'iode. Et l'on voit que l'interaction de ce polymère avec l'ammoniac va être une interaction de type acide-base où l'on va former NH4+, et la quantité de polarons va diminuer. Donc ce que j'ai représenté ici, c'est évidemment une polyaniline chimique, puisqu'une polyaniline plasma est bien entendu beaucoup plus réticulée, fragmentée, n'a pas du tout cette structure linéaire. Alors si l'on fait le spectre infrarouge d'une polyaniline plasma non dopée, ici en noir, et dopée ici en rouge, donc on obtient ce spectre-là. Donc sur ce spectre UV visible, on voit que pour le spectre non dopé, finalement, on a deux bandes d'absorption, l'une qui correspond à la transition pi-pi étoile, et l'autre qui correspond à la transition polaron-pi étoile, puisque un polymère plasma, même non dopé, va toujours contenir quelques cations radicaux. Après dopage, eh bien, on voit apparition, donc on voit que cette bande-là a augmenté fortement, puisqu'évidemment, on a augmenté le taux de polarons, et on a apparition d'une nouvelle bande qui correspond à la transition pi-polaron. Donc on voit que l'optique classique, les mesures d'absorbance, peuvent être utilisées comme méthode de transduction, c'est-à-dire comme méthode qui permet de voir en fait la sensibilité de cette couche à un gaz. Donc là, nous, en fait, on a choisi une longueur d'onde de 430 nanomètres pour tester la sensibilité de cette polyaniline plasma à l'ammoniac. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour tester cette sensibilité? Eh bien, on va, sur un substrat de verre, déposer notre polyaniline plasma. Donc, envoyer un faisceau à 430 nanomètres et regarder l'absorbance de cette couche lorsqu'elle est soumise à une certaine concentration de gaz. En l'occurrence, ici, on s'est fixé à 3230 ppm. Et on a ce type de réponse. Donc là, on a l'absorbance de la couche en fonction du temps. Donc, donc ici, notre couche est sous air, et puis là, on a introduit 3230 ppm d'ammoniac. On voit que l'absorbance diminue jusqu'à atteindre un plateau qui correspond à l'équilibre des concentrations d'ammoniac entre la phase gaz et la phase solide. En effet, on voit bien que là, lorsqu'on passe d'une couche dopée à une couche plus ou moins dédopée, l'absorbance diminue. Et ensuite, lorsqu'on arrête l'ammoniac, eh bien, la couche va se régénérer peu à peu. Donc là, ce que l'on appelle la sensibilité de la couche, en fait, c'est l'absorbance au plateau moins A0, c'est-à-dire l'absorbance sans ammoniac divisé par A0. Et donc ici, on a quelques résultats de sensibilité de couches de polyaniline plasma élaborées à différentes puissances et différents duty cycles, dopés donc en bleu soit à l'iode, en rouge soit à l'acide chlorhydrique. Donc là, on peut voir déjà que le dopage, globalement, le dopage à l'iode est plus efficace que le dopage à l'acide. Et que, d'autre part, lorsque on a des conditions énergétiques du plasma plus importantes, eh bien, la sensibilité diminue, que ce soit lorsqu'on augmente la puissance ou lorsqu'on augmente le duty cycle. Puisque donc, le fait d'être dans des conditions plasma plus énergétiques va entraîner une augmentation de la réticulation de la couche. Donc du coup, les molécules d'ammoniac diffuseront plus difficilement. Et d'autre part, on va perdre plus de groupements fonctionnels, notamment des groupements azotés. Et on a vu tout à l'heure que les groupements azotés étaient les sites de dopage et donc les sites d'absorption. Donc finalement, pour obtenir une couche de polyaniline plasma sensible à l'ammoniac, il faut que cette couche soit élaborée dans des conditions plasma douces pour avoir une structure la plus linéaire possible avec la meilleure rétention des groupements azotés possible. Voilà, donc là, on va maintenant s'intéresser à la morphologie de ces couches et on va se demander comment obtenir des couches nanostructurées.
Alors nous, on a mis au point un process que l'on a appelé donc un process multi-étapes qui va procéder par énergie de plasma décroissante, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, on va diminuer la puissance d'élaboration du matériau au cours de la synthèse. Sachant que notre objectif, c'était quoi? C'était d'obtenir donc une surface nanostructurée et on souhaitait donc garder au mieux les groupements fonctionnels du polymère. Donc là aussi, le polymère auquel on s'est intéressé, c'est la polyaniline, donc le monomère, l'aniline. Donc, ce procédé est dû à un constat qui est que lorsque on synthétise le polymère à des puissances élevées, c'est-à-dire avec un plasma très énergétique, eh bien, on obtient bien des nanostructures, comme le montre cette photo AFM. Par contre, si on regarde le spectre infrarouge, on perd les groupements fonctionnels en fait, du monomère. On ne garde pas la structure du monomère. Par contre, si on élabore le polymère avec des puissances faibles, c'est-à-dire avec un plasma peu énergétique, ben là, d'un point de vue structuration, on a une surface lisse. On n'a pas de structuration, comme le montre cette photo AFM. Par contre, comme le montre ce spectre infrarouge, on garde la structure du monomère. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a associé les deux. Donc lors de la première étape, on va synthétiser le polymère à une puissance élevée pendant un temps court, de façon à former les nanostructures. Ensuite, on va passer à un plasma moins énergétique, on va diminuer la puissance pendant un temps long pour avoir un polymère qui va respecter cette nanostructuration, mais avoir une grande rétention des groupements fonctionnels. Comme on peut le voir en fait ici, lorsqu'on associe ces deux procédés, on a bien une nanostructuration de la surface avec une structure chimique qui correspond à ce que l'on souhaite. Donc juste ici, donc pour vous montrer, donc là on a fait ce procédé soit en 2 étapes, soit en 3 étapes. Donc pour le procédé en 2 étapes, on a gardé donc la deuxième étape avec une puissance faible pendant un temps long et on a regardé l'influence de la durée de la première étape, 1, 2 ou 3 minutes, et de la puissance de cette première étape, donc 240 ou 420 watts. Et ces photos AFM montrent donc la structure des différentes couches de polyaniline plasma obtenues, et l'on voit qu'on obtient le maximum de nanostructuration pour des temps courts, donc de 1 ou 2 minutes essentiellement. Donc on a expliqué ce phénomène par un démouillage partiel du polymère. En fait, le mécanisme de croissance, c'est finalement un mécanisme continu d'absorption donc des atomes, des molécules, des chaînes en croissance, de leur diffusion à la surface du substrat pour former donc des îlots et ensuite des îles par coalescence. Et tous ces phénomènes-là sont très dépendants de la température de la surface. Donc nous, là, on a regardé l'évolution de la rugosité du polymère en fonction de la température de la surface. Et on voit, donc lorsque la puissance de première étape est 240 watts ou 300 watts, et on voit que les nanostructures, pour chacune des puissances, eh bien, apparaissent à une température bien définie. Donc on peut dire que pour ces deux puissances-là de première étape, il faut avoir une température de substrat comprise entre 40 et 50 degrés pour avoir ces nanostructurations. Lorsqu'on a des températures plus faibles, on n'a pas de nanostructuration. Lorsqu'on a des températures plus élevées, on n'aura pas non plus de nanostructuration puisque les températures seront trop importantes et on obtiendra un film quasi liquide. Alors, on a montré aussi qu'il y avait une deuxième possibilité pour nanostructurer une surface. C'était de polymériser en même temps deux monomères qui ont de préférence des polarités différentes. Donc là, on a un monomère, donc DMA, EMA ou DAM, qui est représenté ici avec un monomère fluoré. Donc l'objectif étant là aussi de conserver
au mieux la structure du monomère, on a fait cette polymérisation à des puissances faibles, c'est-à-dire dans des conditions énergétiques faibles. Et on voit donc sur ces photos AFM, comme on l'a vu tout à l'heure pour la polyanine, que là, la rugosité est extrêmement faible. Par contre, si dans la phase plasma, on met les deux monomères, avec des quantités croissantes du monomère fluoré, on voit que là, on obtient des nanostructures et que la rugosité augmente. Alors maintenant, là, je vais donner quelques exemples de nanostructuration obtenues dans la littérature. Tout d'abord, là, avec des monomères aminés. Donc ici, on a un exemple donc, fait par cette équipe-là avec un monomère d'aniline où ils ont en fait injecté le monomère liquide dans la phase plasma et ils ont fait du plasma pulsé. Ça leur a permis d'obtenir donc ces structures fibreuses. Un deuxième exemple là montre l'importance de la nature du monomère sur cette nanostructuration. Donc là, ces équipes ont étudié deux monomères aminés, l'eptylamine, dont la structure est donnée ici, l'allylamine, et ils ont étudié en fait la nanostructuration aux vraiment toutes premières étapes de polymérisation. Donc, puisque vous voyez que là, l'épaisseur des films, c'est 2,4 nanomètres. Et on voit qu'avec l'eptylamine, donc le polymère d'eptylamine donne une surface avec des îlots, alors que lorsqu'on utilise l'allylamine, on a une surface lisse. Et dernier exemple avec des monomères donc aminés, azotés. Donc Egeman a montré que lorsqu'on utilise un rapport bien défini de précurseurs, donc ammoniac sur éthylène, en l'occurrence égal à 1, et dans des conditions énergétiques modérées, il est possible d'obtenir pour le polymère des nanopores. Alors ici, deux derniers exemples faits avec d'autres monomères que des monomères azotés. Donc l'un fait par l'équipe d'Agostino et Favia sur des monomères fluorés avec lesquels qu'ils ont polymérisé donc en post-décharge soit spatiale soit temporelle. Et donc ils ont obtenu, selon les conditions, différentes structures. Donc là vous voyez des structures de type ruban, ici de type dôme et ici de type pétale. Dans le même esprit, en fait, l'équipe de Roukoul a travaillé sur l'anhydride maléique en mode pulsé, dans des conditions énergétiques douces et à faible puissance, ce qui leur a permis d'obtenir des structures branchées ou des structures sphériques. Et ces deux équipes-là ont attribué l'obtention de ces nanostructures à la compétition entre la vitesse de dépôt et la vitesse de diffusion des espèces actives à la surface du substrat. Alors pour terminer, je voulais vous montrer qu'un polymère plasma, c'est un nouveau matériau qui n'a rien à voir en fait avec un polymère classique et qui a ses propres propriétés. Donc pour vous montrer ça, j'ai pris l'exemple toujours de la polyaniline plasma, utilisée encore une fois dans un capteur de gaz ammoniac, mais cette fois-ci non plus en optique classique avec des mesures d'absorbance, mais en optique intégrée. Donc on a élaboré un capteur formé d'un guide d'onde, donc qui est la résine époxy S8 dont on parlait tout à l'heure, sur laquelle on a déposé le matériau sensible qui est la polyaniline plasma. Donc là, on va injecter l'onde lumineuse et cette onde en fait n'est jamais totalement confinée dans le guide d'onde, il y a toujours une partie qui s'en échappe, c'est ce qu'on appelle l'onde évanescente. Et la sensibilité en fait, de ce capteur est basée sur l'interaction de cette onde évanescente avec le matériau sensible. Et en présence de gaz, donc l'indice optique de ce matériau sensible, de ce polymère va changer, ce qui va modifier les propriétés de propagation de l'onde et donc modifier la puissance lumineuse en sortie. Donc finalement, ce qu'on regarde ici, c'est la variation de puissance lumineuse en sortie en présence et en absence d'ammoniac. Alors, tout d'abord, on a voulu vérifier que l'onde était bien guidée au travers du guide d'onde SU8.
Donc, ce qu'on a représenté là sur ce schéma, c'est-à-dire qu'avant le dépôt de la couche sensible, donc avant qu'on dépose ça, on a regardé la propagation de l'onde lumineuse dans le guide. On peut voir, ici avec ce trait rouge, que l'onde se propage bien dans le guide d'onde. Ensuite, on a déposé la polyaniline, soit une polyaniline chimique, représentée ici en vert, soit la polyaniline déposée donc ici par voie plasma. On voit qu'après dépôt de la polyaniline chimique, eh bien là, l'onde ne traverse plus le guide d'onde. L'onde est totalement absorbée par la polyaniline chimique. En revanche, avec la polyaniline par plasma, on voit que là, l'onde continue à se propager le long du guide d'onde. Donc, quelle est la différence en fait? C'est que là, à notre longueur d'onde d'étude, eh bien, le coefficient d'absorption de la polyaniline plasma est bien inférieur à celui de la polyaniline chimique. Ça veut dire qu'il est possible d'utiliser la polyaniline plasma comme couche sensible d'un capteur optique intégré, alors qu'il n'est pas possible d'utiliser la polyaniline chimique. Et pour terminer, donc juste quelques exemples justement de réponse de ce capteur-là à l'ammoniac. On a regardé donc la variation de puissance lumineuse en sortie en fonction du temps lorsque le capteur est soumis à différentes concentrations d'ammoniac allant de 92 ppm à 4618 ppm. Donc là, on voit qu'on a une réponse relativement rapide, déjà une bonne sensibilité à 92 ppm, une régénération rapide. Donc du coup, ce polymère est très intéressant pour la détection de gaz. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. J'arrive pas à voir là. Ah. Alors, slide 9, est-ce qu'il y a des stratégies pour limiter le vieillissement des polymères après traitement? Alors, je vais revenir sur la slide 9. Alors, en fait, finalement, comme je le disais ici, si on fait au préalable un traitement par plasma d'argon, il va déjà être possible de réticuler la surface du polymère et donc de limiter en fait ces phénomènes-là, ce phénomène de vieillissement. Donc une possibilité de limiter le vieillissement, c'est de faire un pré-traitement avant la fonctionnalisation, de faire un pré-traitement à l'argon, donc par un gaz inerte. Alors, autre question, y a-t-il un moyen de favoriser le type de polymérisation dans le plasma induit? Alors, déjà, la polymérisation induite ne peut se faire qu'avec un monomère qui possède une double liaison. Donc déjà, c'est un type de polymérisation qui est limité à ce type de monomère. Et on n'utilise pas forcément ce type de monomère. Donc, justement, l'intérêt de la polymérisation plasma, c'est de pouvoir utiliser tout type de précurseur, même s'il ne possède pas de double liaison. Donc c'est pour ça que je disais que la polymérisation à l'état plasma est le phénomène principal, majoritaire en fait, de polymérisation plasma, puisque la polymérisation induite par plasma ne concerne qu'un certain type de monomère. Voilà. Donc après, il n'y a pas vraiment d'avantage ou d'inconvénient en fait pour chacun de ces types de polymérisation. C'est plus que la polymérisation induite par plasma est réservée aux monomères ayant une double liaison. Alors ensuite, quelles sont les différences de mécanismes lorsque l'on passe sur des organométalliques solides? Alors, bonne question. J'avoue que moi, je n'ai jamais travaillé sur des précurseurs organométalliques. Donc, je vais avoir du mal à répondre à la question. Là, je suis désolée, mais les organométalliques, je ne connais pas. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre à la question. Alors, est-il possible de réaliser la polymérisation plasma en utilisant la décharge glissante?
Il faut d'abord m'expliquer ce qu'est une décharge glissante. J'avoue que je ne connais pas les décharges glissantes. Donc, là, c'est pareil, je ne vais pas pouvoir répondre à la question. Je suis désolée. Ah. Est-ce que des plasmiciens font des copolymères à bloc ou des homopolymères pour faire des masques ou de la nanostructuration? Alors, faire des masques. Alors en fait, nous, quand on a fait la nanostructuration, l'objectif c'était justement de faire des nanostructures sans empreinte, donc sans masque. Alors oui, il doit être possible on peut utiliser des masques, hein, c'est des choses qui sont connues en microélectronique. Alors après, quand on polymérise deux monomères en même temps, parce que là je vois, donc est-ce que des plasmiciens font des copolymères à bloc? Donc je pense que c'est des copolymères par voie plasma qui sont sous-entendus. Donc déjà quand on copolymérise ensemble, enfin quand on polymérise ensemble deux précurseurs, est-ce qu'on obtient des copolymères à bloc, des mélanges de polymères? C'est pas forcément évident. Donc voilà. Alors autre question. Quels sont les modes d'excitation des plasmas RF micro-ondes? Les densités de puissance, les pressions partielles des monomères. Alors, il y a la réponse dans la question. Donc, les modes d'excitation, oui. Radiofréquence micro-ondes. Les densités. Les pressions partielles des monomères, en fait, c'est très dépendant du réacteur utilisé. Donc là, je peux donner des valeurs qu'on utilise, mais ça ne sera pas forcément des valeurs qui seront utilisables, on va dire, pour tout le monde. Quelle fréquence pour quel polymère? Je dirais que comme ce que l'on souhaite, en fait, c'est finalement préserver au mieux la structure du monomère pour le polymère. Donc il vaut mieux travailler en radiofréquence, qui est un mode d'excitation moins énergétique qu'un micro-ondes. Non, alors pour l'analyse infrarouge, c'est la transmission. Si les traitements se font sur 10 à 50 nanomètres, eh bien oui, donc là, comme c'est par transmission, on analyse toute l'épaisseur en fait du matériau. Mais le matériau, alors en fait, quand on fait de l'analyse infrarouge, nous, on choisit le substrat sur lequel on fait notre dépôt en fonction de l'analyse qu'on souhaite faire. Donc quand on veut faire l'analyse infrarouge d'un polymère plasma, on va le déposer sur un matériau qui est transparent aux infrarouges. Donc on le dépose sur une pastille de KBr. Donc on va mettre notre pastille de KBr dans le réacteur plasma, on fait notre dépôt et on fait ensuite de l'analyse par transmission. Alors, la présence d'air dans le milieu peut-elle influencer le procédé de polymérisation plasma? Alors certainement, moi je travaille à basse pression, donc je ne connais pas les procédés à la PA, la pression atmosphérique, mais c'est clair que déjà quand on travaille à la pression atmosphérique, on a un dépôt moins homogène, que ce soit d'un point de vue chimique ou d'un point de vue morphologique. Et faut-il éviter la présence d'oxygène? Donc, comme on le disait, en fait, il y a beaucoup de radicaux piégés dans le polymère après polymérisation. Donc, ces radicaux, dès qu'on les met à l'air, en fait, vont réagir avec l'oxygène de l'air et donc entraîner quelque part un vieillissement de ce polymère. Alors, quelle est l'influence de l'émission d'infrarouge? Ah, chauffage uniquement. Oui, alors chauffage, donc comme je disais en fait dans une des diapos, alors que je vais y retourner dessus.
hop. Donc les infrarouges jouent sur en effet la température du substrat, enfin, les infrarouges notamment ont joué sur la température du substrat et qui, dans les phénomènes de nanostructuration, nous on a mis en évidence en fait que cette température du substrat est le phénomène majeur de la nanostructuration. Hein, on voit bien là qu'il faut avoir une température bien spécifique, quelle que soit la puissance en fait, de la première étape, pour avoir une nanostructuration. Il ne faut pas que cette température soit trop faible, ni trop importante. Si elle est trop importante, on va avoir un film quasi liquide. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, y a-t-il des techniques pour limiter la dégradation par VUV du plasma? Enfin, non, moi je ne connais pas de technique pour limiter les photons UV. Quels sont leurs effets sur l'adhésion? Les VUV en fait, entraînent des ruptures de liaison. Donc, ça peut être intéressant parce que du coup, il y a formation de radicaux qui peuvent réagir avec d'autres radicaux de molécules qui se trouvent en phase plasma et donc créer en fait des liaisons covalentes, donc des liaisons fortes. Donc, c'est vrai que le problème des VUV, en fait, c'est que dans le polymère, comme ils peuvent agir sur une épaisseur importante, eh bien, vont entraîner la formation de réticulations. Alors, quelles sont les différentes solutions, stratégies d'introduction des précurseurs dans les enceintes liquides, gazeux, solides, utilisation, oui, un peu tout ça. Donc nous, on utilise. Alors, nous, on est à la basse pression, donc on utilise des précurseurs. Donc, on a généralement des monomères à l'état liquide, donc qui à la basse pression de l'enceinte vont se volatiliser. Alors après, voilà, donc dans un exemple que je vous montrais là de nanostructuration, là, cette équipe-là, ils injectaient directement le monomère liquide dans le réacteur. Là aussi, à la basse pression, donc le liquide se volatilisait instantanément, mais il y a tout un tas de stratégies. Et là, c'est vrai que pour répondre à cette question, c'est pas évident. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, je vous remercie pour votre écoute.